Mais que s'est-il passé dans ce presbytère du Yorkshire en Angleterre dans les années 1820 ? Que s'est-il passé pour que les 4 enfants d'un modeste pasteur plutôt conservateur révolutionnent ainsi la littérature britannique ? Dans la maison de Haworth, il y a Charlotte, l'aînée, puis Branwell, considéré dans la famille comme le plus doué, Emily bien sûr, et enfin Anne, la cadette, souvent oubliée. 4 enfants qui dans leur jeu inventent des univers et des langages, tandis que l'Angleterre bascule dans un nouveau monde industriel. Aujourd'hui, jusqu'à 15h, nous allons explorer l'économie selon la famille Brontë en compagnie de Claire Bazin, professeure de littérature à l'université Paris-Nanterre, spécialiste de la littérature britannique du 19e siècle, et Fabrice Ben-Simon, professeur d'histoire de la Grande-Bretagne à Sorbonne Université. Une émission préparée par Diane Devancey, Léa Sabourin, Anouk Milieu, Tina Young et Mathilde Blanchon. What is it, my love? Oh, there is nothing. There is something. How did you write it? Comment l'as-tu écrit? How did you write Wuthering Heights? Comment as-tu écrit Les Hauts de Hurlevent? I took my pen and put it to paper. Avec ma plume et du papier. There is something more. Il y a sûrement autre chose. Something you're hiding from me. Une chose que tu me caches. Why is it so hard for you to believe that your sister could write something of merit? Si inconcevable pour toi que ta sœur écrive une prose de valeur. It's an ugly book. C'est un livre abject. It's base. Ugly et vil. Full of selfish Abject. people who only care for themselves. Peuplé de personnages qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Good. Tant mieux. There is something. Bonjour Fabrice Ben-Simon et Claire Bazin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On vient d'entendre les toutes premières minutes du film de Frances O'Connor de 2022, Emily, avec Emma Mackey dans le rôle d'Emily Brontë et Alexandra Dowling dans celui de Charlotte. Est-ce qu'il existait, comme le film le raconte, une rivalité entre les sœurs Brontë, qui sont toutes les 3, avec Anne, la cadette, devenue romancière, Claire Bazin ? Rivalité, je ne sais pas. J'ai toujours eu le sentiment, en les lisant, que Charlotte était un peu une meneuse, que c'est elle qui a poussé Émilie à publier ses poèmes. Émilie était tout à fait hostile à ça au départ. Rivalité aussi au sens où peut-être, je ne sais pas si on peut parler de rivalité, mais en tout cas de surprise à ce qu'Émilie avait écrit. Et en même temps, une espèce de volonté de racheter ce qu'avait écrit sa sœur, d'où une préface que je qualifierais d'apologétique au roman de sa sœur, ainsi qu'au roman The Tenant of Wildfell Hall, La recluse de Wildfell Hall, de sa sœur Anne. Qu'est-ce que ça signifie, apologétique ? Qui excuse Émilie en disant qu'Émilie, et c'est presque comique, ne savait pas ce qu'elle faisait. Pardonnez-lui, mon Dieu, elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Elle a été dépassée par sa création, un petit peu comme Mary Shelley par son œuvre Frankenstein, ou comme Victor Frankenstein par son monstre. Ce qui lie les sœurs Brontë, c'est qu'elles sont devenues de très grandes romancières. C'est leur rôle essentiel dans la littérature britannique. Et c'est aussi qu'elles ont toutes les 3 connu un destin tragique, puisqu'elles sont mortes jeunes de maladie. Fabrice Ben-Simon, même si dans cette Angleterre du premier 19e siècle, il n'était pas rare de mourir dans la trentaine. Oui, à l'époque, l'espérance de vie, c'est environ 40 ans, alors avec des grandes inégalités. Si vous êtes un aristocrate fortuné, vous avez quand même des chances raisonnables d'avoir une longue vie. Et si vous êtes, par exemple, un ouvrier dans les nouvelles concentrations industrielles que l'Angleterre connaît à l'époque, votre espérance de vie est souvent faible. Alors elle, c'est vrai que toute la famille, en fait, elle est morte. On peut dire toute la descendance est morte jeune, à la trentaine. Je crois que Charlotte Brontë meurt avant 40 ans. Et c'est Anne à 29 ans, Émilie à 30 ans et Charlotte à 39 voilà, ans. Et Branwell à peu près, 30 ans, 32 ans comme Émilie. Alors je crois que le père après la mort de ses enfants, fait venir un peu un savant dans le petit village de Haworth pour enquêter sur cette mortalité très élevée.
et se rend compte que, voilà, par exemple, il y a tout un ruissellement des eaux du cimetière vers l'eau de la source, que les viandes de la boucherie ne sont pas correctement jetées. Enfin, il y a des conditions sanitaires qui sont très pauvres. Et donc, apparemment, ils sont morts de tuberculose, qui est une maladie très répandue, à la fois liée, certes, à une infection, mais aussi aux conditions d'existence. Et la toute petite classe moyenne, les Brontë, la toute petite bourgeoisie, quoi. On va y revenir, mais ce destin est d'autant plus tragique, Claire Bazin, que la fratrie Brontë a déjà connu la mort de la mère très jeune et également de 2 sœurs. Exactement. Donc la mère, ce qui était aussi assez fréquent à l'époque, est morte en couche ou presque. Ce qui était, comme je disais, fréquent à l'époque, qu'on retrouve dans les écrits de Dickens. Par exemple, David Copperfield, Oliver Twist sont orphelins. Heathcliff est orphelin. Et puis, effectivement, les 2 sœurs aînées, Maria et Elizabeth, avaient été envoyées à Cowan Bridge School, qui a donné l'inspiration pour Lowood, l'abominable établissement dans Jane Eyre, où elles moururent, sans doute à cause des conditions désastreuses de Lowood, de Phtisie également. Ce qui est un peu surprenant, c'est que Charlotte et Emily furent également envoyées après. Elles s'en sortirent. Alors effectivement, on va parler de ces années au pensionnat, mais d'abord, qui sont les parents des sœurs Brontë, Patrick et Maria? À quel milieu social justement ils appartiennent? Vous disiez petite classe moyenne, Fabrice Ben-Simon, vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors le père, je sais que le père, lui, donc c'est vraiment, il vient de classe populaire. Il connaît une petite ascension sociale en devenant clergyman, pasteur, mais c'est vraiment le très bas clergé. Je crois qu'on ses revenus, c'est environ 200 livres par an, ce qui vraiment le situe dans la le bas de la fourchette de la petite bourgeoisie. Il est juste au-dessus des classes populaires, des gens qui doivent vivre de leurs mains qui doivent travailler de leurs mains pour vivre. Et je crois qu'il y a une domestique, Tabby Ackroyd. Et souvent, en fait, les sœurs Brontë prêtent main forte aux tâches du foyer. Donc, on est dans un milieu qui, à la fois, n'appartient pas à la classe ouvrière. C'est pas la classe ouvrière. Ce ne sont pas non plus des fermiers ou des ouvriers agricoles. Mais en même temps, donc avec des aspirations sociales et puis culturelles, on va peut-être en parler, qui sont élevées. Et puis en même temps, elles sont toujours amenées à leurs conditions et aux limites des moyens financiers dont elles disposent tout au long de leur vie, quoi. Et oui, absolument. Aspiration culturelle, c'est leur père qui prend en charge leur éducation, au moins dans un premier temps, Claire Bazin. Le père, secondé par sa belle-sœur, la sœur de sa défunte épouse, et le père encourageait vigoureusement les enfants à lire. On dépeint souvent un père sévère, mais il était davantage un père stimulant et qui, faute de garçons, il n'y en avait qu'un, se rabattait sur les filles et les encourageait à lire et même à écrire, puisqu'elles ont écrit des sagas enfantines, les Juvenilia, à 8 mains, 2 par 2, Anne et Emily, ainsi que Patrick et Charlotte, sagas qui ont donné lieu plus tard, avec des développements bien sûr plus sophistiqués, aux romans que l'on connaît. Mais le père, oui, était une force déterminante et encourageante et stimulante. Fabrice Ben-Simon? Oui, on peut ajouter donc le père, il appartient à l'église anglicane. Et alors l'église anglicane, c'est vraiment l'église qui défend l'ordre social, qui défend la hiérarchie sociale telle qu'elle fonctionne à l'époque. Donc avec vraiment l'aristocratie et puis cette bourgeoisie montante à son sommet et le respect de cette hiérarchie, des inégalités terrestres sont au cœur vraiment de l'église anglicane. Soutient est lié au parti Tory, qui est le parti conservateur au Parlement. Le père lui-même est Tory. Donc il y a toute cette, à la fois, une origine modeste, et puis en même temps un très grand conservatisme social dans les idées défendues par cette famille. Conservatisme social qui s'exprime au moment de la révolte des Ludites, ces ouvriers qui s'élèvent contre l'introduction de nouvelles machines dans les filatures en 1811. Fabrice Ben-Simon, le père prend parti contre les Ludites. Peut-être Claire Bazin sur ce point?
Simplement, effectivement, c'est un épisode extrêmement travaillé dans Shirley, autre roman de Charlotte Brontë, qui fait de Shirley un roman un peu à la Gaskell, roman industriel. Elisabeth Gaskell, Elisabeth biographe Gaskell, et amie première de biographe Charlotte et amie Brontë. de Charlotte Brontë, puisque le père, lors de la mort de Charlotte, a demandé à Elisabeth Gaskell d'écrire la première biographie de sa fille, ce qui sera la première dans une longue série. Et donc, ces émeutes habitent Shirley, mais je trouve que Shirley est un roman moins réussi que ne le sont les romans de Gaskell, qui visiblement parvenaient mieux à nouer une histoire domestique amoureuse à un fond d'histoire avec un grand H. Les sœurs Brontë qui ont connu quelques difficultés matérielles dans leur enfance, ce qui transparaît dans Jane Eyre. Écoutez. Que voulez-vous? Dites, que voulez-vous, Master Reed? Je veux que vous veniez ici. Que faisiez-vous? Je lisais. Montrez le livre. Vous n'avez pas le droit de prendre nos livres. Vous êtes une inférieure, comme maman le dit. Vous n'avez pas d'argent. Votre père ne vous a rien laissé. Vous devriez mendier et non pas vivre ici avec des enfants de gentlemen comme nous. Allez près de la porte, loin des vitres et des glaces. C'est pas vrai. Vous n'avez pas honte. Miss, frappez le fils de votre bienfaitrice, votre jeune maître. Maître, comment peut-il être mon maître? Suis-je une domestique? Non, vous êtes moins qu'une domestique, car vous ne gagnez pas votre vie. Vous devriez vous rendre compte, Miss, que vous êtes l'obligée de Mrs. Reed. Si elle vous abandonnait, vous n'auriez d'autre choix que d'aller à l'orphelinat. Dieu la punira. Venez, Bessie, laissons-la. Voilà un extrait d'une fiction radiophonique réalisée par Juliette Heyman en 2015 pour France Culture. Excellente fiction à retrouver dans son intégralité sur franceculture.fr. Au début du roman, on l'entend, Jane Eyre subit des mauvais traitements chez Mrs. Reed d'abord, puis au pensionnat. Il y a, diriez-vous, Claire Bazin, chez Charlotte Brontë, une peur du manque d'argent ? Certainement, en tout cas, on fait peser sur Jane cette idée que lorsqu'à la période victorienne, on n'a rien, on n'est rien. Et tout le long du roman, ou presque, Jane est effectivement assez pauvre. Elle aura une position de gouvernante, une situation de gouvernante chez Monsieur Rochester. Et ce n'est qu'à la fin qu'elle acquiert providentiellement l'héritage d'un oncle de Madère qui avait déjà voulu lui léguer sa fortune, mais auquel Mrs. Reed, qui détestait cordialement Jane Eyre, avait dit qu'elle était morte pour éviter qu'elle puisse bénéficier de cet héritage. Et enfin Mrs. Reed meurt, Jane peut bénéficier de cet héritage. Et pour Jane, l'égalité avec un homme passe aussi par l'égalité financière. Lorsqu'elle revient à Rochester, qui a perdu un œil dans l'incendie allumé par sa femme, elle lui dit « I am Jane Eyre ». Et ce « I am Jane Eyre », ça n'est pas seulement parce qu'il ne voit plus clair, c'est aussi pour affirmer son identité. « Je suis Jane Eyre, c'est moi ». Jane Eyre est publié en 1847 et le roman connaît un succès immédiat. Quels aspects étaient alors jugés scandaleux, Claire Bazin ? Alors, ce que disent, et j'en suis d'accord, des critiques féministes qui ont intitulé leur magistral ouvrage The Mad Woman in the Attic, en référence à Bertha Rochester, ces critiques disent que ce qui choquait le plus peut-être chez Charlotte Brontë, c'était sa colère. Et ce qui n'est pas sans fondement, car les œuvres de jeunesse de Charlotte Brontë qu'elle écrivait avec son frère s'appelaient Angria, où on entend anger, la colère. Bien entendu, la colère et les déclarations pré-féministe. Nous sommes égaux, dit-elle à Rochester. Equal as we are. Ça, c'est une déclaration pré-féministe où je ne m'y connais pas. Et ça choquait. Comment cette femme ose-t-elle dire à son employeur, de 20 ans son aîné, qu'elle est son égale ? Colère liée aussi au mauvais traitement que Charlotte ainsi que ses sœurs ont connu lors de leurs années de pensionnat, Claire Bazin ? Oui, aussi, bien sûr. Et dénoncer la religion, non pas en tant que religion, car elles étaient religieuses, mais en tant que la religion commettait, dans le cas de Brocklehurst, l'abominable Brocklehurst, le dirigeant de cette école, des excès. Les excès de la religion qui sont aussi dénoncés dans Shirley au début, où les curés sont dépeints de façon grotesque, où ils ne pensent qu'à manger, à s'empiffrer et à boire. Donc, ce sont les excès de la religion qui sont dénoncés. Émilie, je suis entrée par hasard. Écoute-moi, il faut que tu m'écoutes.
Je t'interdis d'entrer ici. France Culture. Laisse-moi entrer. J'ai jamais rien lu de pareil. Entendez-vous l'écho? Vas-tu me laisser entrer? Insupportable tête de mule. Il faut que ce soit publié, espèce de sotte. Tiffaine de Rocquigny. Nous continuons à parler de l'économie selon les sœurs Brontë avec Fabrice Ben-Simon et Claire Bazin. Dans le film de Frances O'Connor, dont on a entendu un extrait au début de cette émission, apparaissent les landes immenses du Yorkshire. Pour autant, les sœurs Brontë grandissent dans une région industrielle et déjà urbanisée, Fabrice Ben-Simon. Ah oui, alors donc c'est l'ouest du Yorkshire. C'est une région en effet qui s'industrialise très tôt. C'est la région là où elles vivent, c'est à proximité de Bradford, qui est la grande ville lainière de l'époque. Donc Bradford, c'est une ville qui, a quelques milliers d'habitants au tout début du 19e siècle, et puis qui est une ville champignon, qui en a peut-être 10 fois plus quelques décennies plus tard. Et Bradford fonde son développement beaucoup sur l'industrie de la laine. Alors, à la différence du Lancashire cotonnier qui s'appuie sur l'importation du coton d'Amérique, c'est vraiment l'élevage des moutons est très pratiqué dans la région. Et donc, il y a d'abord toute une période où la laine est peignée et tissée à domicile. Et puis, avec l'industrialisation, des dizaines de milliers de personnes sont poussées par la misère vers les villes qui se bâtissent, comme Bradford, comme Leeds, comme d'autres, comme Manchester, qui n'est pas très éloigné également. Et même Haworth connaît des fabriques, en fait. Donc, cette impression qu'on a d'une Angleterre verte, rurale et centrée sur la lande, en fait, elle est en partie imaginaire, parce que déjà la région est en train d'être complètement transformée par la révolution industrielle, quoi. Et justement, comment cette révolution industrielle qui a commencé en Angleterre dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle modifie-t-elle le mode de vie rural, puisque la possession du sol demeure quand même une condition nécessaire dans cette société pour en pénétrer les plus hautes sphères, Fabrice Ben-Simon, en cette première moitié du XIXe siècle? Alors oui et non, c'est-à-dire que vous avez d'une part des grands propriétaires terriens qui gagnent beaucoup d'argent, soit avec leurs terres, soit en creusant des mines sur leur terrain, et donc en utilisant le charbon qui est indispensable à la nouvelle industrie qui se bâtit. Donc des grands propriétaires terriens qui ont un comportement capitaliste, qui acquièrent du capital. Et puis vous avez parallèlement des industriels qui font fortune avec des fabriques, qui, pour acquérir un statut social, une reconnaissance, achètent des terres, des domaines, des titres, et les lèguent à leurs fils. Donc en fait, à l'époque, dans les années 1840, il y a en quelque sorte une union des deux classes dominantes, l'aristocratie et la grande bourgeoisie, pour assurer leur position, leur profit, la rentabilité de la rente foncière, la rentabilité de leur capital et de leur domaine. Et dans cette économie-là, que peuvent faire les femmes? J'aimerais vous faire entendre l'extrait d'un roman d'apprentissage de d'Anne Brontë intitulé Agnès Grey, qui est publié en 1847, donc la même année que Jane Eyre. Agnès est la fille du pasteur d'un village du nord de l'Angleterre qui entre un jour comme gouvernante chez les Bloomfield. Commence alors pour elle une série d'épreuves. Outre la vieille lady, il y avait un autre parent de la famille dont les visites m'étaient fort désagréables. C'était l'oncle Robson, le frère de Mistress Bloomfield. Un grand garçon plein de suffisance, aux cheveux noirs et au teint jaune comme sa sœur, avec un nez qui avait l'air de mépriser la terre et de petits yeux gris fréquemment demi-fermés, avec un mélange de stupidité réelle et de dédain affecté pour tout ce qui l'environnait. D'une forte corpulence et solidement bâti, il avait pourtant trouvé le moyen de réduire sa taille dans une circonférence remarquablement petite. Et cela, ajouté à sa raideur peu naturelle, prouvait que le fier monsieur Robson, le contempteur du sexe féminin, ne dédaignait pas le service du corset. Rarement il daignait faire attention à moi, et quand il le faisait, c'était avec une certaine insolence de ton et de manière, qui me prouvait qu'il n'était point un gentleman, quoiqu'il visât à produire l'effet contraire.
Mais ce n'était point tant pour cela que je haïssais ces visites que pour le mal qu'ils faisaient aux enfants, encourageant tous leurs mauvais penchants et détruisant en quelques minutes le peu de bien qui m'avait coûté des mois de labeur à accomplir. Claire Bazin, la jeune Agnès Gray qui rêvait d'être gouvernante, va se confronter à la dure réalité de ce métier. Oui, bien sûr. Alors il y a, comme je l'ai déjà dit lors d'une autre émission, un penchant de la part de Anne Brontë à considérer que les riches sont méchants et que les pauvres sont bons. Il y a une vision quelque peu manichéenne. Ceci dit, on retrouve ça aussi dans Jane Eyre, où il y a un mépris forcené pour les gouvernantes, où lorsque Rochester reçoit des amis à lui, dont Blanche Ingram, dont on suppose qu'il va l'épouser, il y a toute une diatribe anti-gouvernante. On voit sur elle les stigmates de son état. Et Agnes Grey aussi. D'ailleurs, on peut lire Agnes Grey comme une espèce de fictionnalisation de la vie de Anne Brontë, pas tout à fait, mais un peu, avec ses expériences malheureuses de gouvernante. Être gouvernante était une des rares opportunités qu'il restait à des femmes. Que faire quand on est femme, qu'on n'a pas un physique suffisamment avantageux pour décrocher les faveurs d'un bon parti? Eh bien, on devient gouvernante. Oui, alors il y a la possibilité d'être gouvernante, et pour Agnès Gray, ce qui se passe pour elle, c'est qu'elle va constater que l'argent et le statut social peuvent corrompre, détruire les valeurs morales. Le passage que vous lisiez me faisait exactement penser au passage qu'on a entendu précédemment de John Reed. Et cet oncle me faisait penser à John Reed, où la classe sociale, l'argent, permet les pires insultes. Tu es mon esclave, tu es une inférieure, tu n'es qu'une femme déjà, et tu es ou gouvernante ou une pauvre orpheline à la solde de la tante, tu n'es rien parce que tu n'as rien. Et ça, je crois que c'est un credo très fort à l'époque. Mais on peut voir Agnès Gray comme un roman un petit peu naïf. Il y a certains passages un petit peu qui peuvent avoir l'air un peu ingénus, et en même temps dans ce texte je trouve qu'il y a une ironie qui montre quand même le recul qu'a Anne Brontë par rapport à la société dans laquelle elle vit et toutes ces injonctions. Alors il y a une conscience sociale très forte chez Anne Brontë, peut-être plus que chez ses sœurs. Ce qui n'est pas, me semble-t-il, à la hauteur de ses sœurs, c'est son style. Et son style beaucoup plus réaliste, beaucoup moins enfiévré, enflammé, surtout bien sûr que celui d'Émilie, mais même que celui de Charlotte. Donc il y a peut-être cette dimension réaliste, style réaliste, qui font que ces romans ne sont pas aussi bons, même si La Recluse de Wildfell Hall est un roman beaucoup plus sophistiqué, qui ressemble, de par sa méthode narrative de mise en abîme, au de Hurlevent, et où là, on a vraiment des déclamations, des réclamations féministes fortes. On va revenir sur ce roman qui est très intéressant en effet, mais dans cette Angleterre du 19e siècle, effectivement, si les femmes ne se marient pas, elles peuvent devenir gouvernantes, elles peuvent aussi devenir institutrices. C'est le choix qu'a fait Charlotte Brontë et le choix de son personnage. Justement, Jane Eyre, comment réussit-elle à devenir institutrice, Claire Bazin? En fait, elle n'est pas institutrice, elle est plutôt tutrice chez Rochester, s'occupant de la jeune Adèle, dont on pense qu'elle pourrait être la fille illégitime de Rochester. Donc elle devient tutrice. Elle sera institutrice plus tard dans le roman. Elle sera institutrice. Elle est d'ailleurs en partie institutrice à Lowood, l'horrible établissement, quelques années après y avoir été élève. Elle va aussi devenir enseignante à Bruxelles, séjour fictionnalisé dans Villette, qui est sans doute le roman le plus autobiographique de Charlotte Brontë, où Charlotte tombe amoureuse du mari de la directrice de l'école, et où cet amour n'est pas retourné, réciproqué, comme on ne devrait pas dire. Et apparemment, les lettres ont été retrouvées parce que l'épouse en question a retrouvé ces fameuses lettres. Mais Charlotte a été à la fois élève et enseignante après. Et elle était avec Émilie pendant la première partie de son séjour, et les deux sœurs écrivaient des essais en français qui ont été publiés, dont un essai célèbre qui est reproduit sur Internet, et on le trouve donc facilement, Le Papillon. Et les deux sœurs ont écrit chacune un hymne au chat, le chat. Chaque sœur était visiblement les sœurs étaient très intéressées aussi par la nature, surtout bien sûr Émilie, mais la nature et les animaux. Et oui, on rejoint ce qu'on disait au début sur ce qui apparaît comme un culte de l'éducation dans la famille Brontë, qui leur permet effectivement peut-être de s'affranchir de la modestie de leurs conditions, Fabrice Ben-Simon.
Ben oui, c'est-à-dire quand vous êtes, à l'époque, quand vous êtes une femme de la classe moyenne, de la petite bourgeoisie, les possibilités professionnelles sont très très limitées. En fait, la respectabilité, c'est le mariage, c'est la famille, c'est pas le travail. En fait, le travail est déshonorant. Donc, il y a extrêmement peu de carrières qui s'offrent aux femmes de cette classe. Par exemple, le clergé est masculin, mais aussi les professions juridiques sont masculines, les journalistes sont quasiment tous des hommes, il n'y a pas de possibilité, bien sûr, de travailler dans l'armée. Donc, il y a quelques petites niches qui sont, en effet, les emplois d'institutrices, qui ne sont pas très nombreux, quelques milliers ou dizaines de milliers. Et puis sinon, il y a la condition de gouvernante, qui n'est pas très enviable, parce que la gouvernante, même si elle est lettrée et qu'elle est chargée de l'éducation des enfants, elle appartient à la domesticité. Et je crois qu'elles en font l'expérience, notamment Charlotte, une expérience douloureuse. Voilà. On a évoqué Jane Eyre et Agnès Grey, mais le roman le plus passionné, le plus violent des Sœurs Brontë, c'est Léo de Hurlevent. Wuthering Heights, la chanson inoubliable de Kate Bush, reprise ici par le groupe suisse Electric Blanket. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, l'économie selon les Sœurs Brontë, c'est notre sujet aujourd'hui. L'historien Fabrice Ben-Simon et la professeure de littérature Claire Bazin sont toujours avec nous dans cette émission réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde par Anthony Thomasson. Wuthering Heights, Léo de Hurlevent, c'est l'immense roman d'Émilie Brontë paru en 1845, comme Jane Eyre, comme Agnès Grey. Elle publie ce roman sous le pseudonyme masculin d'Ellis Bell. Qu'est-ce qu'on peut dire du secteur de l'édition en Angleterre à cette époque, Fabrice Ben-Simon ? Alors, c'est vrai que on a parlé des institutrices, on a parlé des gouvernantes. Il y a quelques romancières au XIXe siècle, Jane Austen, les Sœurs Brontë, Elizabeth Gaskell qu'on a évoquée, George Eliot, Mary Shelley. Il y en a quelques-unes. Mais elles sont dans une position qui est délicate parce qu'elles sortent un peu de leur rôle en quelque sorte. Puisque le rôle, encore une fois, de la femme, tel que la société victorienne le lui assigne, c'est l'éducation, la procréation, la tenue du foyer. Donc elles publient soit
de façon anonyme, soit sous pseudonyme masculin. C'est le choix qu'a fait également George Eliot, voilà, pour échapper à la polémique concernant le genre de l'auteur. Alors, il y a une exception peut-être, c'est en effet Elizabeth Gaskell, mais qui se considère toujours un peu dans une position scandaleuse, enfin, illégitime, en étant une romancière, en publiant de la fiction. Alors, les éditeurs, ils sont sensibles à cette... Il n'y a pas une interdiction légale de publier des femmes, c'est pas un problème juridique, c'est un problème... de mentalité. Le risque, c'est qu'il n'y ait pas de lecteurs, tout simplement. Voilà, et puis qu'on considère que les femmes n'ont pas à écrire. Et l'édition, à l'époque, pour revenir à votre question, c'est l'édition de livres, c'est un secteur quand même qui cible un public assez limité. Le public qui achète des livres, c'est une toute petite partie de la population, à l'exception peut-être de la Bible, mais les romans sont lus quand même. C'est des tirages qui sont très faibles par rapport aux tirages contemporains. On est à quelques centaines ou quelques milliers d'exemplaires pour les livres à succès. Et certains des ouvrages, je crois, des sœurs Brontë se vendent de leur vivant à quelques unités. Ça donne un peu une idée. Alors par contre, il y a un développement des bibliothèques. Et c'est vrai que par exemple, le père Brontë emprunte des livres à la bibliothèque. Il n'y a pas de bibliothèque publique, mais il y a des bibliothèques privées qui permettent aux familles et indirectement aux épouses et aux filles d'accéder aux publications de l'édition. Et on sait que les sœurs Brontë ont lu... toute la littérature de l'époque, Walter Scott, Byron, etc. Et puis les classiques grecs qui étaient présents également dans les lectures du père Brontë. Mais à quel moment ce secteur de l'édition va s'industrialiser en Angleterre, va prendre une autre ampleur, Fabrice Ben-Simon? Alors les journaux, ça commence. Voilà, au milieu du siècle, on est au tout début des journaux qui ont un lectorat de masse. Et puis... les romans, c'est dans les décennies qui suivent. Dickens est un peu le pionnier, en quelque sorte, de cette production industrielle. Dickens, de son vivant et dans les années qui suivent sa mort, vendra effectivement plusieurs centaines de milliers, peut-être millions d'ouvrages, mais c'est quand même un peu l'exception. Il y a un livre dans les années 1850 qui a un très grand succès en Grande-Bretagne, c'est La case de l'oncle Tom, qui est sans doute le best-seller de l'époque. Mais il y a beaucoup de romans... qui ont encore une fois de tout petits tirages. Les romans sont assez chers. Et puis, beaucoup d'auteurs dont le nom ne nous est inconnu. Elles sont passées à la postérité, mais qui ont été oubliées. Voilà. Est-ce qu'elles ont eu des difficultés justement à être publiées, les sœurs Brontë? Elles ont toutes publié sous pseudonyme? Elles ont toutes publié sous pseudonyme, donc Acton pour Anne, Cara pour Charlotte et Alice pour Emily, gardant donc l'initiale. Et pour corroborer les dires de Fabrice Ben-Simon, Charlotte s'était adressée au poète Southey, qui est moins connu de nos jours, mais bon, pour lui demander son avis concernant ses écrits. Et il avait répondu « Ça n'est pas l'affaire d'une femme que d'écrire des livres ». Heureusement qu'elle n'a pas écouté. Et voilà, il y avait les pseudonymes. Alors, encore une fois, il est un peu surprenant que, par exemple, Jane Austen n'ait pas publié sous un pseudonyme. Peut-être elle est moins subversive que les Brontë. Mary Shelley avait publié son ouvrage anonymement. Mais il faut quand même remarquer, et ça corrobore aussi ce que tu as dit, c'est qu'il y a beaucoup plus d'écrivaines femmes en Angleterre au XIXe siècle qu'en France. Parce qu'en France, à part George Sand, je n'en connais que peu. Et justement, comment est-ce qu'on explique cela? C'est intriguant. Ça fait 40 ans que je me pose la question. Alors, j'avais une conversation avec un collègue de lettres modernes qui me disait que peut-être était-ce dû à la religion, que peut-être les protestants étaient plus souples que les catholiques. Je n'ai pas la réponse. Donc, je ne fais que des hypothèses et j'ai toujours été frappée par quand même, il y a beaucoup de femmes écrivaines au XIXe siècle en Angleterre. Tant mieux pour nous. Comment les critiques ont-elles reçu les romans des sœurs Brontë? Je vous propose d'écouter cette discussion entre Anne et Émilie dans Les sœurs Brontë, le film d'André Téchiné de 1979. Émilie est jouée par Isabelle Adjani et Anne par Isabelle Huppert. Charlotte m'a donné les critiques de ton livre. Tu veux les entendre? Oui. L'Amérique ne vaut pas mieux que l'Angleterre. Écoute ça. L'auteur des Hauts de Hurlevent semble croire que la perversité de l'esprit humain est faite de la somme de plusieurs férocités animales. Il a donc choisi les traits les plus frappants du loup, du chacal et du chat sauvage pour créer la brute démoniaque qui sera le héros de son roman. Je continue? Oui. Les grands écrivains réussissent infiniment mieux leurs effets avec une plus grande économie de moyens.
passé, je vois. Merci. Tu peux rendre ça à Charlotte. Claire Bazin, les critiques n'ont vraiment pas épargné Émilie Brontë. C'était un livre extrêmement choquant, parce qu'effectivement, il y a un déferlement de violence, de sauvagerie, de cruauté, de brouillage des frontières entre le règne animal et le règne humain, où les métaphores animales abondent. Et effectivement, Heathcliff est comparé à un loup, très souvent, quand il n'est pas comparé au diable ou à un vampire. Ça choquait terriblement, cette espèce de fougue, de fièvre, de cruauté, de méchanceté. Personne n'y coupe, ne serait-ce que le premier narrateur, Lockwood, qui, alors qu'il passe la nuit à Wuthering Heights, est la proie de cauchemars terrifiants où il fait saigner le poignet, certes, de Catherine qui est fantôme, mais lui voit une enfant et il fait saigner ce poignet sur le rebord de la fenêtre, soi-disant parce qu'il a peur, mais le sang ne nous est jamais épargné. Et il y a des actes de cruauté envers les animaux, envers les enfants. Heathcliff est un véritable sadique, il parle même de vivisection, que si les lois du pays n'étaient pas aussi formelles, il se laisserait bien aller à faire une vivisection sur Catherine numéro 2 et Ayrton. Rien ne nous est épargné. Et d'où vient cette violence de Heathcliff, du mépris social dont il a fait l'objet? Alors effectivement, il y a ce mépris social puisqu'il a été dégradé de manière sociale et même intellectuelle par Hindley, le faux frère, si j'ose dire, ou le frère d'adoption qui le déteste viscéralement. On a vu l'histoire de Hindley et de Heathcliff comme une réitération de Abel et Caïn. Qui est Abel, qui est Caïn, ça c'est la question, comme dirait Shakespeare. Mais il est dégradé et lorsqu'il entend la grande scène de confession de Catherine qui dit « Je suis Heathcliff, il est plus moi-même que je ne le suis, etc. » Mais simultanément, cela me dégraderait de l'épouser maintenant qu'il en est arrivé à cet état. Et donc, je vais épouser le voisin, le riche et propret Edgar Linton, ce qui provoque le départ de Heathcliff pendant 3 ans. On ne sait pas ce qu'il fait pendant ces 3 ans. Peut-être vend-il son âme au diable, assez cher visiblement, puisqu'il revient en ayant acquis les moyens. On parlait de moyens de propriété. Il dépossède tous les héritiers légitimes et il acquiert de l'argent, des biens, à tel point que Terry Galton, dans son analyse marxiste des Brontë, parle de Heathcliff comme d'un capitaliste. Parce que c'est l'argent qui lui permet de reprendre le pouvoir. Alors, de mon point de vue, l'argent n'est qu'un moyen et non une fin, mais il utilise beaucoup ce moyen, il faut le dire. Léo de Hurlevent font apparaître un certain nombre d'éléments économiques, mais il y a un roman beaucoup plus économique et beaucoup plus social parmi les romans nés de cette famille Brontë. C'est Shirley que vous avez évoqué tout à l'heure, de Charlotte Brontë. Je rappelle que donc l'histoire se déroule pendant les années 1811-1812, dans le contexte des révoltes des Luddites en Angleterre. C'est un récit avec lequel Charlotte s'inscrit dans la veine du roman industriel, Claire Bazin. Je crois que c'est ce qu'elle essaie de faire. Et de mon point de vue, c'est, je le répète, beaucoup moins réussi que les romans de Gaskell. Charlotte excelle dans Jane Eyre. Il ne me semble pas qu'elle atteigne ce niveau dans Shirley, parce qu'il y a ce nouage difficile entre romance domestique et la grande histoire, petite histoire et grande histoire. Même si ça n'est pas mal, il y a aussi peut-être ce qui peut poser problème, c'est que la voie narrative se répartit en 2 instances. Les 2 female figures, les figures féminines dominantes, sont inspirées respectivement de Emily, Shirley, et de Anne, Caroline. Peut-être est-ce ça. Personnellement, je trouve que c'est une moindre réussite que Jane et que Villette. Mais c'est quand même assez intéressant puisque ce sont des portraits de femmes qui cherchent leur place dans une société anglaise en pleine mécanisation. Je vous propose d'écouter un extrait de Shirley. Monsieur Moore n'était anglais qu'à moitié tout au plus. Sa mère était étrangère et lui-même avait vu le jour sur un sol étranger. D'une origine hybride, il avait probablement, sur beaucoup de points, des sentiments hybrides, spécialement sur le patriotisme. Il était incapable de s'attacher à un parti, à une secte, voire même à un climat et à des coutumes. Le commerce était la profession héréditaire de Moore. Les Gérard d'Anvers avaient été marchands pendant les 2 derniers siècles. Ils avaient possédé une grande fortune, mais peu à peu, les pertes, les spéculations désastreuses avaient ébranlé les fondements de leur crédit. Leur maison, depuis 12 ans, chancelait sur sa base lorsque le choc de la Révolution française l'entraîna dans une ruine complète.
Dans cette chute fut emportée la maison anglaise Moore du Yorkshire, étroitement liée d'intérêt avec la maison d'Anvers et dont l'un des associés nommé Robert, résidant dans cette ville, avait épousé Hortense Gérard, espérant que son épouse hériterait de la part de son père, Constantin Gérard, dans les affaires de la maison. Elle n'hérita, comme nous venons de le voir, que du passif. Et ce passif, bien que réglé par un compromis avec les créanciers, on disait que son fils Robert l'avait accepté comme héritage et qu'il aspirait à l'éteindre un jour et à rétablir la maison Gérard et Moore sur une échelle au moins égale à celle de son ancienne grandeur. Monsieur Moore, c'est donc ce personnage de directeur d'usine Robert Moore dans Shirley de Charlotte Brontë. Comment a-t-elle construit à la fois ce personnage et cet univers industriel, Claire Bazin? Justement, elle s'est inspirée des romans d'Elisabeth Gaskell? Alors je pense qu'elle les avait lus, elles étaient amies, certainement. Et on a un peu l'impression qu'elle s'est aventurée dans ce genre-là pour peut-être essayer autre chose. Et encore une fois, je trouve que c'est moins réussi. Alors, en vous écoutant, me revenait en mémoire aussi la dimension étrangère. Il est étranger. Et on en parlait au début, de l'anglocentrisme des Brontë. En dépit de l'affection que je leur porte depuis un grand nombre d'années, je reconnais qu'il y a de l'anglocentrisme, voire de la xénophobie. Alors, dénoncé par Emily dans Wuthering Heights, puisque Heathcliff est traité comme le noireau qui vient d'ailleurs et qu'on maltraite. Mais dans Jane Eyre aussi, de manière plus subtile et moins frontale, sont dénoncées les étrangères, à savoir Rochester égrène le chapelet impie de ses maîtresses à Jane Eyre après le lendemain du mariage avorté, et aucune n'a grâce à ses yeux. L'allemande est stupide, l'italienne peu ou prou, la française est frivole, la créole est folle, ça rime en français. Il n'y a que l'anglaise qui vaille. Et il y a vraiment cette dimension. Fabrice Ben-Simon? Oui, alors dans Shirley, si je me souviens, donc le point, un peu le moment, l'apogée un peu du roman, c'est l'attaque par les ouvriers de la fabrique de Robert Moore, donc une fabrique dans le Yorkshire. Alors c'est une attaque donc en fait qui est vraiment une transposition romanesque d'un événement qui a eu lieu tout près de Haworth, qui est une attaque en 1812 par des ouvriers à domicile, comme ils étaient très nombreux à l'époque, d'une fabrique et des machines qui signifient qu'ils vont perdre leur travail et être paupérisés, voire affamés. Donc en fait, on est plus de 30 ans plus tard, mais il y a une autre peur sociale dans les années 40, importante dans la bourgeoisie petite et grande, c'est la peur du chartisme. Et le chartisme est très fort dans l'ouest du Yorkshire. Donc il y a un mouvement ouvrier puissant qui fait peur aux gens comme les Brontë. Et on peut aussi voir cet épisode du ludisme un peu comme la transposition romancée de ce qui se passe dans la société de l'époque où Shirley est écrit. Oui, elles ont vécu effectivement cet épisode chartiste dans les années 1840 qui constitue les dernières années de leur vie, sauf pour Charlotte Brontë qui est morte en 1855, un petit peu plus tard. Et au 19e siècle, on l'a dit, il y a peu de possibilités pour les femmes de s'insérer dans la vie économique. 90% des femmes se marient. En ce sens, les sœurs Brontë font figure d'exception parce que seule Charlotte s'est mariée, et cela à l'âge de 38 ans, ce qui était quand même très tard pour l'époque, Claire Bazin. Alors peut-être parce qu'elles n'ont pas eu l'occasion, si j'ose dire, elles sont mortes très jeunes, comme on le sait. Et puis, même Charlotte ne voyait pas le mariage autrement qu'un mariage égalitaire. Et donc, ça n'était pas le mariage à tout prix, peut-être. Je le répète, parce qu'elle n'avait pas eu l'occasion d'eux. Charlotte se dépeint elle-même comme étant assez disgracieuse physiquement. Elle dépeint son héroïne Jane comme étant disgracieuse physiquement. Plain Jane, qui revient beaucoup lorsque, en particulier, elle se compare avec Blanche Ingram, la prestigieuse fiancée de Rochester qu'il n'aime pas, mais dont il fait semblant qu'il va l'épouser. Oui, elle insiste. Elle insiste beaucoup là-dessus. Donc, effectivement. Alors, par contre, il y a une exception tout de même, c'est dans The Tenant of Wildfell Hall, la recluse de Wildfell Hall,
où l'héroïne, après avoir quitté un mari coureur de jupons et alcoolique, devient peintre et en fait son métier. Et ça, c'est aussi une dimension assez intéressante, la peinture ayant eu un grand rôle dans la vie des Brontë, puisqu'il y a tout un ouvrage publié sur leurs dessins et peintures. On sait que le frère a également peint ce fameux portrait exposé à la National Gallery, où il s'est peint au milieu de ses sœurs avant de s'effacer, ce qui en dit long. Mais les sœurs peignaient, et dans Jane Eyre, Jane peint des aquarelles, elle peint aussi des portraits. Et dans The Tenant of Wildfell Hall, il y a aussi ça, cette dimension de peintre. Et donc, ce qui choquait aussi dans The Tenant, qui est un roman choquant pour lequel Charlotte a également écrit une préface pour excuser sa pauvre sœur. Anne. Voilà. Eh bien, lorsque Helen quitte ce mari coureur de jupons et alcoolique, la porte qui claque a résonné, dit-on, à travers toute l'Angleterre victorienne. Car une femme ne quittait pas son mari, même s'il était alcoolique et coureur de jupons. Mais c'est ça qui est intéressant chez les sœurs Brontë, c'est l'importance qu'elles accordent à l'indépendance financière des femmes. C'est aussi ce qui ressort dans Jane Eyre lorsque celle-ci hésite à épouser Rochester parce qu'il est très riche et qu'elle ne possède rien à écouter. N'y a-t-il pas une affinité entre nous, Jane ? Je dis cela parce que je ressens auprès de vous une sensation étrange. C'est comme si un lien solide était attaché à ma poitrine et qu'un nœud serré le rattachait à votre petite personne. Si 200 miles de bonne terre s'étendent entre nous, cette corde cassera, c'est évident. Et j'ai une sorte de pressentiment que je me mettrai à saigner. Mais vous m'oublierez. Ça, monsieur, jamais. Vous le savez bien. Je suis désolée de quitter Sandfield. J'en comprends la nécessité. Mais cela m'est aussi cruel que la mort elle-même. Mais où en voyez-vous la nécessité? Où? Mais c'est vous-même, monsieur. En m'annonçant que Miss Ingram sera bientôt votre femme. Alors il me faut partir. Non. Vous resterez. Je le jure, et je tiendrai parole. Il faut que je parte. Croyez-vous que je consente jamais à rester ici pour n'être rien à vos yeux? Vous me prenez donc pour une marionnette privée de sentiments? Vous pensez que parce que je suis pauvre, humble, petite et sans beauté, je suis sans cœur et sans âme? Vous vous trompez. J'ai comme vous une âme et tout autant de cœur. Et si Dieu m'avait donné la beauté et la fortune, j'aurais su vous rendre la séparation aussi cruelle qu'elle est aujourd'hui pour moi. Je vous parle comme si, de l'autre côté du tombeau, nous étions déjà devant Dieu, égaux, car nous le sommes. Nous le sommes. Claire Bazin, la richesse de Rochester apparaît aux yeux de Jane Eyre comme un obstacle et non comme un avantage? Alors oui, un obstacle bien sûr qui va de pair avec l'autre obstacle très bruyant, à savoir la femme folle dans le grenier, dont elle ignore... Obstacle de taille en effet. Dont elle ignore l'existence, mais qui se manifeste néanmoins par ses bruits et sa fureur, hein, et dont elle découvrira la véritable existence le jour du mariage raté. Donc mais Bertha Mason pour Bertha Mason, exactement. Après le mariage raté, puisqu'il était hors de question que l'on divorce, même si on était marié avec un homme ou une femme fou ou folle, Rochester propose à Jane de l'emmener comme sa maîtresse dans le sud de la France, et Jane refuse parce qu'elle ne veut pas être ce qu'on lui a toujours reproché qu'elle était lorsqu'elle était enfant. Dans le passage qui a été cité au début de l'émission, vous avez bien fait remarquer qu'il fallait appeler John Reed Master Reed et qu'il lui serine qu'elle n'aura jamais rien. You are a dependent, Mama says. Enfin, tu n'auras rien, tu n'es rien, ma pauvre fille. Il est hors de question qu'elle continue à être cette femme entretenue ou qu'elle soit une femme entretenue. Donc elle refuse Rochester et elle ne revient à lui ignorant que la femme est morte et l'état dans lequel il est, mais ayant hérité elle-même d'une fortune providentielle venant de Madère et de l'oncle de Madère, Jane devient Eyre. On pourrait jouer sur l'homophonie du mot. Jane Eyre devient héritière, puisque ça marche en anglais si on aime les jeux de mots. Jane Eyre qui fait finalement le contraire de ce que faisaient beaucoup de femmes à l'époque, Fabrice Ben-Simon, par manque d'autres possibilités, c'est-à-dire de voir le mariage comme une stratégie économique. Oui, c'est-à-dire qu'il y a bon, soit donc quand vous êtes une jeune femme de la bourgeoisie, de bonne famille, soit vous êtes sous la coupe de votre père, soit quand vous vous mariez, vous êtes sous la coupe de votre mari. Et vous n'avez pas par exemple, une femme mariée ne peut pas acheter, ne peut pas se lancer dans une activité commerciale sans que son mari en prenne la charge. Des femmes mariées sont extrêmement dépendantes. Alors,
Il y a quelques femmes qui échappent à cette condition. Ce sont par exemple les veuves, mais bon, c'est pas une stratégie viable. Il y a de rares célibataires, mais il y a une pression sociale quand même très importante au mariage. Une femme qui ne se marie pas, c'est quand même une femme qui a raté sa vie. Et du coup, ça explique aussi, je pense, toute cette tension qui est à l'œuvre dans plusieurs des romans des sœurs Brontë entre l'aspiration à une union amoureuse et puis les contraintes sociales qui pèsent sur les femmes quand elles se marient. En effet, pas de divorce. La séparation existe, mais elle est quand même très, très problématique. Donc en fait, le mariage est pour le meilleur et c'est souvent pour le pire. Parmi les exceptions, il y a une voisine des sœurs Brontë, Anne Lister, qui est une femme d'affaires, qui impressionne beaucoup par son indépendance. Vous pouvez nous en dire quelques mots, Fabrice Ben-Simon? Alors Anne Lister, c'est tout à fait exceptionnel. Donc Anne Lister, en effet, elle est à quelques kilomètres des sœurs Brontë et elle, c'est une héritière. Donc elle ne se marie pas, elle hérite et elle est donc une propriétaire terrienne. Elle est homosexuelle, donc elle fuit le mariage. Elle ne veut surtout pas abdiquer cette liberté qu'elle a du fait à la fois de son célibat et de sa condition sociale, qui est assez exceptionnelle, de sa fortune, puisqu'elle gère son domaine foncier comme on peut le gérer. Elle a des métayers, elle fait creuser une mine sur son terrain et elle cherche à influencer la politique locale. Elle n'a pas le droit de vote, les femmes n'ont pas le droit de vote, mais elle cherche à influencer le comportement électoral des fermiers qui travaillent sur ces terres. Et on connaît bien la vie d'Anne Lister grâce à un journal qu'elle a tenu tout au long de sa vie, qui est un journal privé considérable, qui fait, je crois, 4 millions de mots, qui est un journal privé en bonne partie crypté, chiffré, parce que l'homosexualité est tout à fait réprouvée par la société victorienne. Un journal qui a donné lieu à une série réalisée par HBO et la BBC, Gentleman Jack, comme elle était surnommée à l'époque. Elle s'habillait comme un homme avec des costumes. Voilà, c'est une série qui semble très intéressante. Plus largement, on se rend bien compte que les questions économiques, sociales intéressent les sœurs Brontë, mais on ne peut pas dire pour autant qu'elles remettent en question cet ordre social. En ce sens, elles restent relativement fidèles à leur milieu d'origine qui, on l'a dit, est assez conservateur, Fabrice Ben-Simon. Oui, parce que les sœurs Brontë, donc on pense à la question du genre, mais il y a la question de la classe qui est essentielle. Et en effet, sur le plan des rapports entre les classes sociales, leur adhésion va quand même à l'ordre tel qu'il est à l'époque, c'est-à-dire avec cette domination, avec ces divisions. Et on évoquait la peur du ludisme ou la peur du chartisme, c'est la peur de la révolution en fait aussi, parce que les années 1840, c'est difficile de se rendre compte avec le recul, mais ce sont des années marquées par une très grande conflictualité, des luttes de classe extrêmement dures, notamment dans la région où elles habitent. Et elles, leur loyauté, comme celle d'ailleurs de leur père, va envers les classes dominantes. Pour conclure, s'il fallait lire un roman méconnu de l'une des sœurs Brontë, Claire Bazin, Villette peut-être, de Charlotte Brontë? Alors Villette, certainement. Alors c'est difficile de dire autre chose puisque Émilie Brontë n'a eu le temps d'en écrire qu'un. Et puis pour ce qui est de Anne, The Tenant of Wildfire Lord, sans aucun doute. Et peut-être Villette, oui, qui est vraiment une fictionnalisation essentiellement de l'épisode autobiographique de Bruxelles. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? De quoi ça parle, Villette? C'est un roman où l'héroïne est aussi une espèce de Charlotte Brontë fictionnalisée qui donc passe du temps à Bruxelles où elle tombe effectivement amoureuse de l'époux de la directrice de l'établissement et où là, dans la fiction, qui est plus généreuse que la réalité, ses sentiments sont payés de retour. Mais il périt en mer, j'en dirai pas plus, enfin si j'ai tout dit. On a un petit peu divulgaché, mais en tout cas vous nous avez donné des idées de lecture. Merci beaucoup Claire Bazin et Fabrice Ben-Simon de nous avoir ainsi fait pénétrer dans l'univers économique des sœurs Brontë. Je rappelle Claire Bazin que vous êtes professeur de littérature à l'université Paris-Nanterre et Fabrice Ben-Simon, professeur d'histoire de la Grande-Bretagne à Sorbonne Université. Un grand merci encore à tous les deux.